Alors aujourd'hui, dans les coulisses du Web3, je reçois Nicolas Véman. Salut Nicolas. Salut Gary. Alors Nicolas, tu es CEO de Bubble Maps. Vous avez récemment annoncé une levée de fonds de 3 millions d'euros, dont 2,5 millions de financement et 500 000 euros de prêt auprès de la BPI. Bubble Maps, Plaisir de bien savoir. sûr, on va revenir dessus, hein, c'est une solution qui facilite l'analyse des activités des blockchains. En gros, vous analysez la donnée on-chain et vous permettez de la rendre plus digeste. On va revenir sur quelques use cases que vous avez permis d'identifier. Je pense notamment à Uniswap, DYDX, d'autres collections NFT. Mais avant ça, peut-être, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu as fait avant Bubble Maps? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Nicolas Véman, j'ai 30 ans. D'ailleurs, la levée de fonds qu'on a annoncée, c'était le jour de mes 30 ans. Je me suis fait un petit cadeau. Je me suis dit, allez, on va utiliser des symboliques comme ça intéressantes. Et je suis dans la crypto depuis 2017. Donc, avant ça, pour faire un rapide aperçu de mon parcours, j'ai un cursus ingénieur. J'ai travaillé pendant 2 ans en conseil chez Equimetrix, qui est une boîte de conseil en stratégie. Et je me suis très vite rendu compte que c'était pas pour moi. Je me réveillais le matin, j'avais pas cette fougue, cette énergie que j'ai aujourd'hui tous les jours. Et c'était quelque chose qui me manquait. Et je vais te dire même pire que ça, c'est que quand j'étais là-bas, je m'étais déjà habitué à l'idée que j'allais avoir un travail chiant mais bien payé parce que j'avais aucune passion professionnelle. Et donc, en 2017, je suis tombé dans la crypto pendant le bull run. Bon, un peu au pic du bull run, je t'avoue, j'ai pas été très visionnaire à l'époque, mais bon, c'est Ouais. normal. On est tous l'enfant d'un bull run, au final, parce qu'un bull run, c'est un moment où tu as beaucoup d'attention médiatique et donc tu rentres dedans un peu de fait. Et bon, voilà, du coup, j'ai investi un peu à l'époque. Et en 2018, quand tout l'investissement s'est écroulé, bah, je suis resté parce que même si j'ai perdu de l'argent, j'ai gagné une vraie passion. Et ça, pour le coup, c'est très précieux. Tant et si bien qu'en 2018, du coup, j'ai créé ma première startup crypto qui s'appelle Cryptonavia. Je pourrais te détailler un peu plus. On a travaillé dessus pendant 2 ans. Et puis, ça n'a pas trop marché pour plein de raisons. Et on a basculé sur la data on-chain, parce qu'à l'époque, c'était de la data off-chain. Et on a lancé Bubble Maps. Et Bubble Maps, elle, donc cette startup a très bien marché, puisqu'elle s'est concrétisée il y a un mois par l'annonce d'une levée de fonds. Et là, beaucoup de belles perspectives qui arrivent. Et alors, Bubble Maps, j'ai vu qu'avant de vous appeler Bubble Maps, vous appeliez Moonlight, c'est ça? Donc en gros, vous avez créé Moonlight en 2021. Exactement. En fait, il y a eu beaucoup de parcours, beaucoup de chemins, beaucoup de chemins parcourus, beaucoup de tâtonnements. Et c'est ça aussi le parcours entrepreneurial, c'est que t'arrives pas tout de suite avec la solution qui va marcher. Donc nous, ce qu'on avait fait concrètement à l'époque, en tant que Moonlight, c'est qu'on était, juste après la fin de Cryptonavia, une boîte qui proposait des outils pour la crypto. On a fait des outils de trading, on a fait des outils de visualisation différents, on a fait des signaux d'achat, etc. Et puis, finalement, la recette qui a marché, c'était Bubble Maps. Et à l'époque, ça s'appelait Bubble Maps by Moonlight. C'était Moonlight, l'entité mère. Mais en fait, on était tellement connus comme étant Bubble Maps, l'outil Bubble Maps, qu'au bout d'un moment, on a renversé la hiérarchie. On s'est dit, on oublie cette nomenclature et on devient Bubble Maps, l'outil pour lequel on est connu. Donc, on a effectué une sorte de rebranding. C'était en juillet dernier. Ok, intéressant. Donc, vous êtes vraiment concentré sur ce produit et Ouais. les autres de côté, ou les autres produits existent encore. On s'est tellement concentré sur ce produit qu'on est devenu ce produit Ouais. et les autres produits ont été arrêtés. D'accord. Et d'ailleurs, tu parlais donc de Cryptonavia qui était ton ancienne boîte. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'était, comment ça s'est terminé? Alors, comment ça s'est terminé? J'y reviendrai. Donc, Cryptonavia, c'est un agrégateur de data off-chain. Donc, concrètement, regardez les top cryptos de l'époque. Tu vois, les Ripple, les Litecoin, bon, les Neo, c'était un autre temps. Et on allait agréger tout un ensemble d'informations sur ces cryptos. Par exemple, les prix, les market cap, les flux d'actualité, l'activité GitHub, parce que tout est open source, donc on pouvait voir si les équipes techniques étaient encore actives. Le sentiment aussi des communautés pour voir si elles étaient enthousiastes ou pas. Et tu peux penser un peu à une sorte de coin market cap, mais avec plus de vertical. Je le dis humblement parce qu'on n'a jamais atteint les niveaux de coin market cap, mais c'est juste pour donner une idée Ouais. de la vision finale de ce qu'on voulait atteindre avec Cryptonavia. Et donc on a travaillé dessus pendant 2 ans, comme je te dis au total, un peu moins de 2 ans, dont un an où on s'est vraiment concentré que sur le produit. Et l'autre partie, ça a été vraiment la vente. Et on n'a vraiment pas réussi à percer sur ce produit-là pour plein de raisons. Pour la faire courte, on était jeune entrepreneur et jeune dans la crypto, ce qui n'est pas forcément le meilleur cocktail pour lancer une boîte dans la crypto. Mais aussi,
je pense qu'il nous manquait une composante importante, c'est qu'on n'avait pas compris les mécaniques intrinsèques communautaires qui sont dans la crypto. Ça veut dire comment créer de la viralité, comment créer de l'attention dans une économie de la crypto qui est comme une économie de l'attention. Il nous manquait cette composante-là. Et vraiment, Bubble Maps a été l'enfant rebelle de Cryptonavia parce qu'on a fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a vraiment appris tout un ensemble d'enseignements de Cryptonavia qu'on a appliqué chez Bubble Maps. Et en fait, ça a été payant parce que Bubble Maps fonctionne grâce à ces enseignements. Si tu veux, d'ailleurs, je pourrais te détailler un peu les enseignements. C'est assez intéressant. Je les ai bien en tête parce que j'ai fait pas mal d'introspection après Cryptonavia. J'imagine, ouais, non, carrément, avec plaisir pour savoir plus. Mais déjà, de ce que je comprends en t'écoutant, c'est que Cryptonavia, vous étiez trop concentré sur le produit et qu'avec Bubble Maps, vous êtes vraiment concentré aussi sur forcément le produit, mais aussi la communauté pour l'acquisition, parce qu'un produit sans client, ça marche pas. Exactement. Et en fait, je pense que les Français sont très bons techniquement. De manière générale, c'est pour ça que moi, à chaque fois que je parle d'un projet DeFi, il y a toujours un Français qui lit de la tech. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours le Français qui est là, qui est le mec, la tête pensante d'un point de vue tech. Mais je trouve qu'en France, il nous manque cette composante de vente. Vraiment, cette vision marketing, comment faire de l'impact. Les Américains sont meilleurs là-dedans que nous. Et ce qui est intéressant, c'est sur Cryptonavia, on était 3, 2 devs et moi. Et moi, même moi, j'étais impliqué dans le produit. Donc, j'ai même presque envie de dire 3 devs dans l'idée. Ou en tout cas, 3 produits. Aujourd'hui, pour Bubble Maps, jusqu'à présent, parce que là, on a recruté, il y avait 1 dev et 6 côté vente. On a fait tout l'inverse, je te dis vraiment. Et en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, un produit, même s'il est excellent, n'a aucune valeur si tu n'as pas l'attention qui va avec. Donc, on s'est concentré sur un produit simple, qu'on a sorti très vite avec Bubble Maps. Ça veut dire que là, au Cryptonavia, on a pris 1 an de développement, et derrière, on a sorti un produit, on s'est buté au go-to-market. Bubble Maps, 2 semaines, on sort le MVP, et on itère avec la communauté. Donc, ça a été un vrai changement de paradigme à ce niveau-là. Ok. Et d'ailleurs, tu parlais d'enseignements, est-ce que tu veux les partager Alors, vous êtes prêts? Ça, c'est de l'alpha, ça. Ça, c'est de l'alpha. Donc, 3 enseignements principaux. Premier enseignement, c'est d'avoir une proposition de valeur qui est limpide. Le problème de Cryptonavia, c'était qu'on avait une proposition de valeur un peu diffuse, voire confuse. Parce que c'était un agrégateur de data, donc il y avait plein de petites briques qui avaient un peu de valeur, mais il n'y en avait pas une suffisamment sticky pour que le gars, il la trouve nulle part ailleurs et il reste. Et Bubble Maps, c'est l'inverse. C'était une proposition de valeur claire. On y reviendra, mais tu peux voir la supply d'un token, une collection de NFT, un peu les coulisses d'un token. Deuxième point, c'est de ship fast. Ça veut dire de sortir le plus vite possible. Encore une fois, parce que dans la crypto, ça évolue très vite et tu ne peux pas te permettre de passer 1 an en silo sous les radars, de développer un produit et derrière de sortir en espérant que ça matche. Donc nous, vraiment, avec Bubble Maps, je te dis, au lieu de 1 an de développement, 2 semaines, le MVP, alors il ressemblait à rien à l'époque, hein, mais Cryptonavia, par exemple, quand j'y repense, on avait rajouté des éléments cosmétiques qui n'avaient aucun impact sur le produit, sur la valeur du produit. Par exemple, on pouvait mettre des onglets, ou alors on pouvait sauvegarder des dashboards. Mais tout ça, c'est superficiel en réalité. Ouais. Prends la valeur d'abord, et si ça marche, si tu as des demandes de mecs qui disent je veux des organisations avec des onglets, mets des onglets. Mais tu vas pas commencer avec des onglets, c'est 2 mois de perdu, ça. C'est clair. Et le troisième point, c'est celui que je disais à la fin, c'est que là où avec Cryptonavia, on a été un peu timide sur les réseaux, on avait un LinkedIn où on partageait nos updates à nous. Sur Bubble Maps, on s'est vraiment jeté à cœur perdu dans l'arène de l'attention. Et on l'a fait beaucoup à travers des enquêtes qui ont un impact sincère sur l'écosystème, où on apporte vraiment de la valeur aux lecteurs. On n'est pas là à parler de nos updates, à dire regardez cette fonctionnalité qu'on sort avec Bubble Maps, pas du tout. C'est que on apporte de la valeur sur des sujets chauds, sur des sujets d'actualité que les gens veulent lire, et du coup on arrive à s'imposer presque comme un média avec une vraie activité journalistique. Et ça a été extrêmement porteur pour nous. Donc on s'est jeté dans l'arène de l'attention. Sur Twitter, on est passé, là on était à 15 000 en début d'année, on en a 72 000 followers aujourd'hui, avec des enquêtes qui ont fait réagir le monde de la crypto. Et ça a été un vecteur d'acquisition assez important. Et c'est intéressant parce que, alors je sais pas si c'est une croyance ou est-ce que c'est une fausse croyance ou pas, mais je peux te dire, effectivement, quand tu as un développeur et 6 profils commerciaux, on va dire, enfin, grosse marketing, que le fait qu'il y ait un seul développeur, qu'il n'y ait pas une grande barrière à l'entrée côté produit. Et en fait, mais bon, si tu as, et je le disais, hein, si tu as un produit par contre, mais qui n'a pas de marketing et que personne n'utilise, à quoi bon? Mais c'est vrai que, est-ce que vous avez cette crainte-là, justement, quand malgré les enseignements que vous aviez, de me dire, ok, même si, enfin, le fait qu'il y ait un seul dev fait qu'on peut être copié assez facilement?
En fait, ta question, elle est super intéressante parce que c'est un sujet qui s'applique à la data on-chain de manière générale. C'est-à-dire que la data on-chain, la barrière à l'entrée n'est pas la data. Et c'est ça le changement de paradigme que propose la crypto, c'est que toute la blockchain produit de la data publiquement accessible. Donc, toutes les informations de transactions, les achats, les ventes de NFT, la DeFi, tout produit de la data. Et cette data, elle est super simple à récupérer. Il y a des enjeux techniques, mais grosso modo, elle est là, elle est accessible, quoi. Et pourquoi c'est un changement de paradigme? Parce que dans le monde traditionnel, si tu regardes le monde de la finance, tout est opaque. Si là, demain, on veut regarder, toi et moi, les actionnaires principaux d'Amazon, bah bon courage. Peut-être qu'ils ont déposé les informations à la SEC pour les actionnaires de plus de 10%, mais du reste, tous les petits portefeuilles, en fait, t'as rien. C'est un monde qui est complètement opaque. Donc, tout ça pour dire que dans le monde de la data on-chain, le produit, en tout cas la data, est rarement ce qui fait la barrière à l'entrée. Ce qui fait la barrière à l'entrée, c'est plutôt la transformation que tu fais de cette donnée et ta capacité à t'insérer et à pénétrer un écosystème. Que ce soit par tes clients, ça veut dire d'un coup, tu arrives à avoir plein de clients et donc la barrière à l'entrée, c'est que tu as déjà sécurisé des clients. Par ta crédibilité, et c'est là où on a été super bon, c'est que même si demain quelqu'un s'amuse à faire une carte à bulles, la marque et l'idée est déjà installée dans l'esprit des gens, dans l'inconscient collectif. Et puis, troisièmement, c'est aussi les partenariats que tu arrives à faire avec l'écosystème. Nous, on a fait des partenariats avec les plus grandes blockchains, avec Arbitrum, Avalanche, Phantom, Chronos, BNB Chain. On est intégré sur OpenSea, on est intégré sur DEX2, qui sont des sites très populaires dans la crypto. Et donc, on a réussi à solidifier une place malgré un produit qui, c'est vrai, est forcément avec moins de barrières à l'entrée que si on avait 5 devs, c'est sûr. Maintenant, cette étape étant franchie, évidemment, on a du retard en termes d'équilibre des forces, et c'est pour ça qu'on recrute des devs. Ouais. On va rattraper maintenant, mettre une vraie barrière à l'entrée technique encore plus qu'avant. Ok, intéressant. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression que le marketing, entre guillemets, fait partie un peu de votre produit, dans le sens où, avant l'interview, je me suis baladé un peu sur votre site. J'ai vu que vous aviez fait quelques enquêtes, on va dire, sur des tokens. Ouais. On ne parle pas de tokenomics pour le coup, mais vraiment de tokens, la détention de tokens. Par exemple, la concentration du token d'Uniswap. D'autres collections NFT où il y avait eu un peu du wash trading. On va revenir là-dessus. Et donc, du coup, comme vous utilisez votre produit pour justement mettre en avant des use cases, on peut dire que c'est un peu c'est à mi-chemin entre du marketing et du produit finalement. C'est tout à fait ça. Excuse-moi, je te laisse terminer. Non, et c'est intéressant parce que ouais, ça m'a fait penser à ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu veux peut-être expliquer 2-3 use cases, tu vois, par exemple le cas Bien de sûr. Uniswap qui est très concentré, on va dire, le jeton, la détention du jeton, avec des fonds d'investissement comme A16Z ou d'autres. C'est un très bon point que tu as souligné. Ça veut dire que nous, nos enquêtes, en réalité, c'est une forme extrêmement puissante de marketing. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que on a fait cette erreur au début, même au début de Bubble Maps, où quand on partageait des choses à la communauté, c'était à propos de nous. C'était très égocentrique en fait. On disait aux gens, voilà la nouvelle fonctionnalité qu'on a sortie, voilà la personne qu'on a recrutée, voilà notre roadmap technique. Mais ça, qui ça intéresse? Ça intéresse les gens qui sont déjà convaincus. Ça intéresse les gens qui te suivent déjà. Et pour un mec qui ne te suit pas, s'il voit passer une news sur Twitter ou whatever, il va se dire, ok, une énième boîte tech qui partage sa vie, je m'en fous en fait. Et donc ça n'a pas du tout marché. À la place, on s'est dit début 2023, au lieu de partager des informations sur nous qui intéressent que nous et ceux qui nous aiment déjà, on va partager des informations qui intéressent sincèrement le monde de la crypto au global. Et c'est là où on a commencé à avoir cette stratégie d'enquête. Et cette stratégie d'enquête, en fait, elle est super puissante parce qu'elle se passe de mots. Je suis pas là en train de dire dans ces enquêtes, regardez Bubble Maps comme c'est bien. En fait, je fais des enquêtes qui sont tellement puissantes, qui apportent de la valeur qui est tellement dure à trouver ailleurs, tellement rare, que naturellement, Bubble Maps, c'est l'outil star de ces enquêtes et elle est mise en avant d'une façon qui est beaucoup plus honnête. Le mot ne vient même pas de nous. C'est même pas nous qui disions Bubble Maps, c'est bien, on le prouve. Je vais te donner une comparaison que j'ai trouvée marrante il y a quelques jours. J'ai vu une pub d'une boîte américaine qui vend des vitres blindées. Les mecs, plutôt que de dire notre vitre blindée, elle est incroyable parce qu'elle est en titane, elle est avec de l'acier, ils n'ont pas fait ça. Le CEO, il s'est mis derrière la vitre et t'as un employé qui tirait avec une canne à sur la vitre. Niveau marketing, c'est des cracks. Ça se passe de mots.
Et nous, en fait, c'est ce qu'on fait avec Bubble Maps, sans risquer nos vies, mais je veux dire, c'est un peu la même philosophie. On montre que Bubble Maps, c'est génial, on le dit pas. Ouais, carrément, et ça apporte de la valeur en plus à la communauté avec ces enquêtes. Bah, d'ailleurs, est-ce que tu veux détailler une enquête, peut-être celle, je parlais de celle d'Uniswap. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, quand vous faites une enquête, d'où part l'idée de faire cette enquête sur ce token-là en particulier Alors, il faut savoir que je reviendrai sur l'enquête, mais ta question est intéressante aussi parce qu'on s'est posé la question. Ça veut dire que nous, on a réussi à fonctionner sur Twitter parce qu'on a compris aussi comment fonctionnait l'algo. C'est-à-dire que tu peux pas, effectivement, si tu parles d'un token, tu trouves un truc super intéressant, mais que le token, tout le monde s'en fout, c'est pas le bon moment en fait. Ça Ouais. sert à rien. Donc nous, quand on fait des news, quand on partage de l'actu, des enquêtes, pardon, on est très attentif à l'actualité. On regarde les sujets qui sont intéressants. Et on a cette chance en tant qu'outil d'analyse, on peut parler des sujets qui sont en cours. Si les gens parlent d'Uniswap, parce qu'il y a un drama sur Uniswap, ce qui arrive souvent, on parle d'Uniswap. Si les gens parlent du DPEG de l'USDC, on parle du DPEG de l'USDC. Là, demain, il y a un drame sur Bored Ape Yacht Club, on parle de Bored Ape Yacht Club. Et comme l'outil est vraiment bien, on trouvera quelque chose à dire qui n'a pas été dit. On n'est pas là à répéter des news, on n'est pas un agrégateur de news. On est un outil d'analytique, donc on apporte de la valeur qui est pas trouvable ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Parler des tokens qui sont... apporter vraiment de la valeur. Et deuxième point, il y a aussi cette notion de arriver au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que, voilà, il faut pas parler d'un token dont tout le monde s'en fout. Et aussi, il faut pas parler d'un token qui est intéressant, mais où il n'y a pas d'actu. Tu vois, typiquement, l'enquête sur Uniswap, on avait l'info il y a 4 mois avant de la poster. Mais on a attendu que CZ en parle, et là, on a envoyé la sauce. Et ça a achevé toute la donne. Donc c'est super important, et non seulement au bon endroit au bon moment, mais avec le bon ton. Parce qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de contenu, il faut arriver à capter l'attention de l'utilisateur. Et donc si tu n'as pas cet art de savoir délivrer ton message avec un brin d'humour, avec un brin de suspense, un degré de clickbait, sans que ce soit trop clickbait non plus, on n'est pas un média classique, mais il faut savoir jouer de ces nouveaux codes. Et donc nous, vraiment, tu vois, quand on fait un tweet, on prend ça à cœur, de se dire, ok, comment on arrête le truc au bon moment pour que le gars ait envie de cliquer, d'en savoir plus, un bon cliffhanger comme dans une série. Et voilà, donc ça, c'était les 2 points que je voulais dire, c'est que dans notre quête d'enquête, on essaye aussi d'avoir cette science du bon endroit au bon moment, avec le bon ton, faire le contenu sur les sujets d'actu. On est très attentif aux actus quand on fait nos enquêtes. En fait, on part de l'actu et on fait nos enquêtes. La plupart du temps, c'est ça. Ok. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur le contenu d'une enquête, alors, je me suis baladé, comme je le disais tout à l'heure, sur votre site. Alors, j'ai l'impression que vous, ce que vous permettez, hein, c'est d'avoir pour un token donné. Donc, on prenait par exemple le cas du token Uni d'Uniswap. Ouais. Uniswap, on parle du DEX, hein, l'exchange centralisé, qui a son token de gouvernance. On va avoir en fait la liste des plus gros détenteurs du token. Et donc là, en l'occurrence, on voyait que le token était grandement détenu, je crois, à hauteur de 29% par des fonds de VC, dont A16Z et d'autres fonds. Et donc, le problème que ça posait d'ailleurs, pour la petite histoire, hein, c'était, on va dire, la neutralité en termes de gouvernance, parce que le fait que les fonds aient un gros impact et beaucoup de tokens unis faisait que le token n'était pas si décentralisé que ça, et qu'avec leur pouvoir de vote, ils pouvaient vraiment influer sur des décisions impactantes. Exactement. C'est ça l'histoire, tu l'as très bien résumé. C'est que Uniswap, donc le plus grand DEX au monde aujourd'hui, qui est basé sur un token de gouvernance, c'est-à-dire que ceux qui détiennent le token peuvent voter pour le futur du protocole. C'est l'idée un peu d'une démocratie participative où tu peux voter à hauteur du montant de token que tu détiens. Ce qui est plutôt noble comme concept, c'est intéressant. Et évidemment, donc nous on connaît ça, on regarde la bubble map et on voit qu'il y a un cluster, ça veut dire une série de wallets connectés qui détiennent une partie importante de la supply. Et là, je reviens peut-être un peu en arrière pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une bubble map concrètement. Simplement, donc une bubble map, c'est tu regardes un token ou une collection de NFT et tu vas voir les top holders, donc les plus grands portefeuilles, qui seront représentés sous forme de bulles. Donc une bulle, ce sera un wallet, une adresse qui détient le token que tu regardes. Et plus la bulle est grosse, plus le wallet en question, il pèse dans le game. Ça veut dire qu'il a une partie importante de la supply. Donc vraiment déjà de base, vous allez voir toute une série de bulles à l'écran, de tailles différentes en fonction du montant détenu. Mais c'est la force de Bubble Map, c'est surtout que vous pouvez voir la relation entre ces wallets, entre ces adresses. Donc s'il y a eu des transferts d'Ether, du SDC, du SDT, voire du token lui-même, les bulles se connectent.
Et si les bulles se connectent, il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi elles sont connectées? Est-ce que c'est une personne qui détient tous ces wallets? Est-ce que c'est un groupe de personnes qui détient tous ces wallets, qui se connaissent? Est-ce que c'est un fonds d'investissement? Est-ce que c'est des paiements marketing? Est-ce que c'est de l'équipe du projet? Est-ce que c'est des market makers? Il y a plein de cas d'interprétation possibles. Et donc, pour en revenir au cas d'Uniswap, on voit ce cluster avec plus de 4% de la supply. Et 4%, ce n'est pas un chiffre anodin parce qu'en fait, chez Uniswap, il y a ce concept de quorum. Ça veut dire que si tu as plus de 4%, tu peux passer unilatéralement des votes. Donc, partant d'une idée de démocratie participative, on avait basculé dans un modèle un peu plus oligarchique où il y avait un groupe de wallets qui avait pris le pouvoir sur cette gouvernance. Et on a réussi à trouver, je vous passe un peu les détails, mais que ce groupe de wallets appartenait à un fonds d'investissement américain qui s'appelle Andreessen Horowitz, ou A16Z pour les intimes. Et donc évidemment, quand on a vu ça, il y a eu une phase où on ne savait pas à qui appartenait ce cluster. C'est-à-dire cette série de wallets connectés. Mais malgré ça, même si on n'avait pas su qui c'était, ça restait intéressant et intriguant comme enquête. Et finalement, un jour, on a réussi à trouver l'information parce qu'il y a eu un drama avec CZ, avec Binance, à une époque où Uniswap devait passer sur BNB Chain. Et pour nous, on a compris du coup à qui appartenait ce cluster. On a décidé de poster ce thread à ce moment-là. Et ça a été un thread qui a fait changer d'amplitude BubbleMaps. On est devenu d'un coup une boîte où ta voix porte et ta voix compte. Oui, il y a eu un avant, un après, en fait, par rapport à cet épisode. Ok, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on parlait de cet épisode-là. Je trouve que c'est intéressant pour un peu creuser votre produit. C'est quoi finalement les informations que vous allez pouvoir analyser? Donc, par exemple, les détenteurs de wallet pour un token donné. Tu disais aussi quelque chose d'intéressant. On va regarder si c'est un market maker, qui est détenteur du token. Comment après vous arrivez à croiser la donnée pour savoir qui est détenteur du wallet et ça m'amènera à une autre question qui est est-ce que finalement un wallet qui a 0 dans son wallet, vous pouvez quand même l'identifier comme une whale, donc un portefeuille qui est potentiellement multimillionnaire ou milliardaire, est-ce que vous savez qu'il est en fait la propriété de telle autre wallet? Alors, pour répondre à ta première question, du coup, à savoir qu'est-ce qu'on peut identifier concrètement, on peut identifier plein de choses. C'est-à-dire que quand nous, on regarde une bubble map, quand nos utilisateurs regardent une bubble map, tu vas observer des clusters. Et la réalité, c'est que chaque cluster raconte une histoire. C'est ça qui est super intéressant. Et en fonction de la forme du cluster, de sa géométrie, des montants envoyés, de la temporalité, de la fréquence des transferts, un cluster correspond à un comportement. Comme je le disais juste avant, ça peut être un employeur qui paye ses employés. Et dans ce cas-là, le cluster va ressembler un peu à une bulle centrale qui envoie tous les mois des tokens à des bulles périphériques. Tu vois. Mais par contre, si ces bulles périphériques renvoient des tokens à la bulle centrale, d'un coup, ça ne peut plus être un employeur qui paye ses employés. Parce que l'employé ne va pas renvoyer des fonds à l'employeur. Et vraiment comme ça, avec un faisceau d'indices, tu arrives à atteindre un degré de certitude suffisamment élevé pour dire, OK, ici c'est du wash trading, ici ça ressemble à un scam, ici c'est plutôt des paiements d'équipe, ici c'est plutôt une pre-sale. Et c'est vraiment ça l'enseignement qu'on a à force d'utiliser l'outil, c'est qu'il y a cette unicité de l'interprétation. Et un des outils qu'on veut là lancer, ça va être de l'IA pour aider à l'interprétation. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui débarquent sur BubbleMap, ils voient des clusters, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Grosso modo, ils flippent tous, ils pensent que c'est des scams, alors que des fois, il y a des interprétations qui sont assez logiques et assez naturelles. Donc ça, c'est le premier point. Tu vas aussi poser une question sur, en gros, si un wallet n'a plus de token, est-ce qu'on peut quand même l'identifier? Oui, on peut, parce que justement, la force de BubbleMap, c'est de montrer les relations entre les wallets. Et le postulat de base, c'est que dans la crypto, comme tout est pseudonymisé, tu ne peux pas savoir vraiment qui est le wallet. À part s'il y a des informations sur les labels, mais ça, j'y reviendrai juste après. Dans la plupart du temps, la seule information que tu as, c'est la relation entre les wallets. Et du coup, nous, ce qu'on peut faire, c'est vraiment par cette idée de transposition, de transitivité, si tu as une information sur un wallet, mais qui communique énormément avec un autre, tu peux considérer que c'est la même personne derrière avec un certain degré de probabilité. C'est pas tout le temps vrai, évidemment. C'est pour ça que l'équipe d'investigation de Coinbase disait la data on-chain, c'est plus de l'art qu'une science. Et j'aime bien cette phrase, je la trouve assez philosophique, assez poétique. Complètement, parce qu'en fait, finalement, tout est une histoire de proportion. Tu n'as jamais de certitude sur. Voilà, c'est par exemple, ce wallet, il a à 70%, il est peut-être détenu par un autre wallet qui est une whale pour le coup, mais Ouais. 30% d'incertitude. C'est intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que vous allez aussi aller, vous comptez sur la roadmap d'aller dans cette direction, de pouvoir taguer des wallets pour mieux les appréhender, parce que c'est la donnée vraiment qui a la valeur
Je pense notamment pour des applications décentralisées, on parlait d'Uniswap, mais pour plein d'autres, de savoir qui se cache derrière un wallet, en fait, pour mieux l'adresser. Alors, on veut laisser la possibilité à nos utilisateurs de taguer les wallets sur leur compte, si tu veux, donc pas des informations qui seront publiques. Maintenant, de faire un système de doxing un peu collaboratif, ça, on est moins fan de l'idée. Ouais. Nous, en fait, en tant que boîte de data on-chain, il faut qu'on ait une politique par rapport à ça. Et pour l'instant, ce qu'on a décidé, c'est on doxe les entités, mais pas les individus. Donc, tu vois, des wallets comme A16Z, typiquement, tu disais tout à l'heure, un wallet qui a 1 milliard. Bah, en fait, un wallet qui a 1 milliard, il y a peu de possibilités. Il y a peu de whales qui sont à ce niveau-là. Et donc, en fonction des investissements qu'il a fait dans le passé, des différents des investissements, des achats, des ventes, parfois, il fait même des messages où il communique avec des wallets qui, eux, sont connus. Au bout d'un moment, tu peux croiser les infos et te dire, OK, ça, c'est encore un wallet des 16Z, même des délégations qu'il a faites. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait sur Uniswap, c'est qu'on avait repéré qu'A16Z déléguait à des universités américaines. Et les informations de délégation, elles, sont publiques. Donc, si tu sais qui a délégué à qui, bah, tu peux remonter à l'origine. Donc, c'était A16Z. Et voilà, ça fait partie des petits indices que tu peux avoir on-chain. Et si par exemple vous avez identifié vous à interne que tel wallet appartient à Gary V, par exemple, parce qu'il détient tel montant de Bored Ape, vous n'allez pas marquer l'information parce que c'est quand même un individu et vous voulez pas le flaguer. Alors, nous, on ne va pas doxer un wallet si on est les premiers à savoir que c'est un individu. Si c'est le wallet de Gary Vee, que tout le monde sait que c'est le wallet de Gary Vee, on va pas se priver pour mettre l'information. On va dire que c'est déjà. Par contre, on est arrivé dans des cas un peu zone grise. Typiquement, il y a eu une enquête qu'on a fait sur Shiba. On avait un cluster de wallets qui représentait 10% de la supply. Et ce cluster de wallets, à la base, pour l'histoire, c'était un wallet qui avait acheté 10% de la supply dans les premiers jours de Shiba. Puis ça a atteint pour 10 000 $. Puis ça a atteint plusieurs milliards parce que Shiba Inu, c'est un token qui n'a aucun sens et qui est devenu top 10 mondial. Et à ce moment-là, il a décidé de répartir cette supply en plusieurs wallets. C'est pour ça qu'on a observé une figure. Tu pourras peut-être mettre au montage le cluster au quoi il correspond si jamais. Et du coup, quand on a trouvé ce cluster, nous, on s'est tout de suite douté que c'était le fondateur parce que qui d'autre achèterait les premières heures et ne vendrait pas quand tu as des plusieurs milliards qui pourraient avoir une passion si forte, un amour si constant que tu vendrais pas tout au long du projet. Donc on savait que c'était le fondateur. Et d'ailleurs, quand on a posé cette enquête, on a reçu un message sur Twitter du gars qui nous disait ça me met mal à l'aise parce que vous avez mis mes wallets en évidence. Et à ce moment-là, on s'est posé la question, est-ce que le gars, on est en train de le doxer? On s'est posé la question sincèrement et on a décidé que non, parce que même si on mettait ses wallets en avant, on ne savait pas qui c'était. Même nous, hein, on ne savait pas si c'était un Chinois, un Français, un Américain, etc. Et surtout, au bout d'un moment, il y a aussi le fait que quand tu as 1 milliard dans tes wallets et que tu es le plus gros holder de Shiba, tu deviens une entité. Tu deviens une entité. Ouais, ouais. Et puis, bon, rappelons quand même que la blockchain est censée être pseudonyme et pas anonyme. Ouais. Et que quand tu fais des. Enfin, voilà, l'information, elle est on-chain, que tu as fait un virement de ton wallet vers d'autres wallets. Donc, bon. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Les gens, en tout cas, on s'est percé d'illusions pendant longtemps qu'on était anonyme dans les blockchains EVM. C'est vraiment pas des solutions d'anonymité. Et c'est une erreur de penser que tu es anonyme. Vraiment, même pseudonyme. On est peut-être pseudonyme entre nous. C'est-à-dire, moi, je connais pas ton wallet et toi, tu connais pas le mien. Par contre, aux yeux des gouvernements, on n'est pas du tout pseudonyme ni anonyme, rien du tout. On est complètement là, ils savent qui on est. Parce qu'en fait, on est toujours à 1 degré d'un wallet KYC sur un exchange. C'est ça la réalité. C'est que tous les wallets qu'on crée sur la DeFi, soit-disant anonymes, ils doivent être alimentés au début par un wallet qui, lui, est KYC sur Binance ou Kraken, etc. Donc, en fait, très facilement, ils peuvent avoir une bubble map, eux, seulement, de nos wallets anonymes connectés à des wallets qui ne sont pas anonymes. Donc, en fait, c'est une illusion d'anonymité. Et je pense qu'il faut, vraiment être vigilant sur ça. Notamment parce que toutes les vraies solutions d'anonymité, elles sont bannes. Les Tornado Cash, les Zcash, les Monero, elles sont bannes. Et ça en dit long sur l'anonymité qui nous reste. Non, c'est totalement vrai et c'est super intéressant parce que le point que tu mentionnais, c'est trop qu'il existe un dark Bubble Maps pour un peu les États ou je ne sais quoi. C'est sûr. C'est sûr. Yes. Pour revenir aller sur une autre thématique, je voudrais reparler de la levée. Donc Ouais. vous avez levé 2,5 millions auprès de différents VC. Sachant que voilà, on est fin 2023, le marché, lever c'était très simple, beaucoup plus simple l'année dernière. Cette année c'est beaucoup plus compliqué. Les investissements ont chuté, je crois, de 80%. J'ai plus le chiffre exact, mais pour avoir un ordre de proportion d'une année à l'autre.
Est-ce que ça a été compliqué, vous, de votre côté, ou vous étiez déjà en process depuis un moment, où vous connaissiez personnellement les VC? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, en termes macro, aujourd'hui, on est sur un all-time low depuis 2020 sur les levées crypto. 2020, c'était il y a longtemps quand même. Et entre-temps, il y a eu un bull market, il y a eu des choses. Là, on est retombé vraiment dans un creux et notre levée a été très difficile. Je le dis en toute transparence, j'ai aucun mal à le dire. On a eu un roadshow de 1 an. C'est long, 1 an. C'est autant de ressources qui ne sont pas allouées aux produits, au business, etc. Est-ce que tu étais Maintenant, pendant un an sur la levée ou tu arrivais pratiquement. pratiquement, ouais. Pratiquement. Bah, après, en fait, tu es full-time dans le sens où ton investissement émotionnel dans un roadshow est tellement élevé que c'est dur de se poser et de se dire, je vais me faire une petite session produit. Ah, bien sûr. Donc, de fait, tu es full-time. Même si tu as du temps libre parfois pour faire autre chose. Et en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que, comme beaucoup de boîtes aujourd'hui qui essayent de lever, le démarrage, c'est le plus difficile. Parce qu'au début, tu arrives dans un... Nous, on n'avait jamais levé avant, on était des nouveaux dans le monde de lever. Une fois que tu as déjà levé, que tu as déjà fait un exit, l'argent est un claquement de doigts et tu l'as, c'est pas un problème. Mais quand tu as tout approuvé, bah en fait, les 30 premiers pourcents de ton round, c'est-à-dire un peu mettre le démarrage de la voiture, est très difficile. Parce que qui sont les gens qui te voient débarquer? T'as aucun, t'as aucun track record, t'as jamais fait de levée, t'as jamais vendu une boîte. C'est qui les premiers VC qui vont réussir à avoir une conviction sur toi? C'est super dur. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans le monde de l'investissement, il y a beaucoup de followers et peu de leaders. Ça veut dire des personnes qui ont vraiment des convictions fortes. Nous, c'est quelque chose qu'on a constaté. Ça veut dire que grosso modo, tu as A16Z, pour revenir sur eux, Paradigm, Polychain, ces grands fonds d'investissement qui mettent un ticket. Et la conviction des autres fonds, c'est pas toi, c'est eux. C'est ces autres fonds d'investissement qui ont mis sur toi. Donc en fait, les débuts sont très compliqués. Et après, une fois que tu arrives à 50%, ça commence à se débloquer, les gens commencent à te considérer un peu plus. Et en fait, le truc paradoxal, c'est que nous, une fois qu'on a atteint les 100%, tout le monde voulait investir chez nous. Ah oui. Une fois qu'on a atteint notre cap, Vous n'avez pas voulu faire une rallonge, du coup, profiter un peu. on a fait une petite rallonge. On a fait une petite rallonge. À la base, on voulait pas lever autant. Mais on a été raisonnable, on voulait pas changer les conditions du round, etc. Et finalement, je trouve que c'est un peu comme sur les applis de rencontre. Ça veut dire que les 10% des mecs les plus beaux, c'est eux qui ont tout le panel. Et c'est un peu ça dans le monde de l'investissement, c'est qu'il y a énormément de différences entre l'offre et la demande. Donc, tu as énormément de boîtes qui veulent lever et les investisseurs sont devenus très conservateurs et très pointilleux sur leurs investissements. Mais du coup, la contraposée, c'est que les boîtes qui arrivent à passer ces critères-là, bah, du coup, il y a beaucoup plus de capitaux prêts à être déployés sur ces boîtes. Et c'est ça le problème, j'ai envie de dire. En même temps, il y a le fait que les investisseurs, ils ont des capitaux à déployer sur une période donnée et du coup, ils sont un peu obligés d'investir. C'est ça qui fait en plus que cet écart s'accentue, c'est que les boîtes qui vérifient ces critères, littéralement, les investisseurs doivent investir. Donc, ils doivent investir sur ces boîtes-là. Oui. Et voilà, donc nous, on a pitché à plus de 200 VC quand même dans le cadre de ce roadshow. Et ouais, comme je te dis, peut-être les 100 premiers, c'était dur. Et les 100 derniers, c'était... il y a eu beaucoup de demandes, tout le monde voulait se positionner. Donc, voilà. Vous êtes posé la question, par exemple, de faire des conditions plus avantageuses pour les 30 premiers pourcents, pour un peu qu'ils aient un incentive avec les 30 premiers pourcents. Non. Non, nous, on n'a pas fait de BSAR. BSAR, c'est-à-dire que tu fais rentrer l'argent petit à petit et tu peux faire un peu varier les conditions. Nous, on a fait un priced round, c'est-à-dire que les investisseurs nous font des commits, qui sont des promesses qui n'ont pas vraiment de valeur juridique, des lettres d'intention à la limite, et puis derrière, à la fin, bah, tu as intérêt à ce que tout le monde y aille, parce que sinon, tu te retrouves dans des positions difficiles. Et c'est ça encore la difficulté, c'est que sur un roadshow qui dure 1 an, bah, en fait, il faut pas que ce soit un vase percé, un sac percé. C'est-à-dire que les premiers qui ont dit oui, entre-temps, ils ont perdu leur intérêt, et ceux que tu fais rentrer, bah, ils ne font que remplacer ceux qui sont sortis. Il faut arriver à entretenir la flamme, à continuer à faire rêver les premières personnes que tu as convaincues, et derrière, faire rentrer des nouveaux. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est que comme moi, j'étais tellement dans le roadshow, qu'il fallait quand même continuer à avoir des news, continuer à les impressionner, à faire des partenariats percutants. Et oui, donc quand je te dis que j'étais full dans le roadshow, c'est pas vrai, c'est que derrière, on a quand même réussi à faire des partenariats avec plein de blockchains, on a gagné beaucoup de compétitions de startups, on a notamment gagné la PBWS sur 700 startups. Donc voilà, ça c'est des choses. On a rejoint le programme Web3 de Google Cloud. Ça, c'est des choses, les premiers investisseurs qui ont construit une conviction sur toi, ils se disent, ah ouais, les gars, ils continuent à déployer, ils continuent à délivrer des belles updates. Et c'est même flatteur pour eux, ils se disent, j'ai parié sur le bon cheval. Donc c'est super important de maintenir la flamme.
Et c'est arrivé pendant justement ce roadshow qu'il y ait des promesses, des signatures qui ne soient pas allées au bout et vous ayez perdu des investisseurs en cours de route. Très peu. Très peu, ouais. Très peu. On a eu cette chance, c'est arrivé peut-être pour des petits tickets, tu vois, quelqu'un qui voulait mettre 10 000, mais finalement, c'était même pas tant nous, il a eu d'autres impératifs ou d'autres investissements qui sont passés. Donc, pour le coup, c'est arrivé. Mais à la fin, c'est nous qui avons dû retirer certains investisseurs du round. Donc, Ok. et c'est sympa d'être dans cette position de force, parce que du coup, quand tu négocies ton pacte d'associés, tu peux avoir des termes qui sont plus intéressants. Clairement. Et alors, je suis sur un petit article de Capital avant l'interview où je voyais que parmi on va dire les business angels slash advisors, il y avait par exemple Asher, donc Owen Simonin, Nicolas Baccar. J'imagine que eux, c'est plus. Je pense que c'est bien de le dire en toute transparence. Après, si tu veux pas en parler, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a aucun problème. En général, quand tu as un business angel, tu vas pas mettre non plus un gros ticket. Tu mets un Ouais, petit ticket, mais c'est surtout aussi peut-être la partie accompagnement et bien aussi sûr. donner son nom au projet. Et j'imagine que ça aide beaucoup parce que c'est. Tout à l'heure, tu parlais de A16Z, tu disais que voilà, quand A16Z, donc qui est un des plus gros VC de la place, investit sur un projet, bah, tout le monde a envie de se battre pour investir dedans parce que Ouais, c'est une preuve sociale. Est-ce que bien c'est la sûr. même chose aussi avec les advisors, le fait d'avoir eu ces profils-là, comme Nicolas Baccar, qui est donc le cofondateur de Ledger, ou Owen Simonin, connu en étant Asher et aussi CEO de Meria. Est-ce que ça vous a aidé dans la levée Bien sûr, comme tu dis, ces éléments, c'est des éléments de crédibilité, c'est de la street cred. Ouais. Et en fait, quand tu arrives à faire rentrer des personnages influents et des personnages qui ont une voix qui porte, bah en fait, derrière, ça t'aide à convaincre d'autres personnes. Nous, on se servait de ça, évidemment. Ça aurait été une erreur de ne pas le faire. Je tiens à dire aussi que Owen, ça a été justement, parce qu'on parlait des sacs, du sac percé, ça a été une des premières personnes à commit du round. Je l'ai rencontré à PBWS 2022 et il a investi pratiquement 1 an et demi après. Donc, je tiens à dire sur ce podcast à quel point c'est un gars fiable, un gars loyal, qui nous a beaucoup apporté et qui est d'une sincérité, d'une gentillesse rare que j'ai peu croisé dans la crypto. Et je veux dire, quand tu vois des gars qui sont aussi influents, qui ont aussi réussi, tu peux t'imaginer qu'ils partent un peu en vrille ou qui se sentent plus, etc. Pas du tout. C'est un gars qui est resté très les pieds sur terre et ça m'a, ouais, vraiment un gars exceptionnel. Et pareil pour Nicolas Baccar, ça a été aussi un des premiers. Nicolas Baccar, en plus, notre histoire remonte à plus loin parce que je l'avais déjà croisé quand j'avais créé ma première boîte, qui, comme je te l'avais dit au début, n'était pas forcément le succès de Bubble Maps. Et malgré tout, à l'époque, il m'avait écouté, il m'avait conseillé. Donc pour nous, faire rentrer ces gens-là, c'est faire rentrer des gens du cœur. C'est des gens qui ont compté avant le succès. Donc évidemment, ça a joué aussi. Et j'imagine qu'ils vont continuer à vous conseiller, pas au quotidien, mais de temps en temps, peut-être qu'ils sont au board ou je ne sais pas. Alors, au board, non, parce que c'est aussi des montants d'investissement. Ouais. Mais par contre, oui, c'est devenu des personnes sur lesquelles on compte. Moi, Owen, c'est devenu un pote, on s'appelle de temps en temps, on a d'autres activités ensemble. Nicolas Bacca, c'est quelqu'un aussi, côté produit, bah, c'est difficile de faire plus pointu que lui. Et il est toujours de bons conseils, il est toujours très réactif quand on lui envoie un message. Donc, non, c'est une vraie crème, Nicolas Bacca. Et pour revenir donc sur la levée, parce que donc pendant 1 an vous cherchiez à lever des fonds, c'était que des fondateurs dans la team et du coup vous pouviez ne pas vous payer ou comment ça s'est fait cette période un peu de transition sur les fonds? Alors, oui, on ne s'est pas payé pendant longtemps, d'ailleurs jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Moi, ça fait 4 ans que je ne me paye pas. Donc, et là, ça commence à devenir un peu critique. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que derrière, tu vois, bon, j'avais des petites sources de revenus, Airbnb, ce genre de choses. On se débrouille. Quand tu es animé par une passion comme ça, en fait, et que tu sais qu'il y a des perspectives, parce que avec Bob Labs, dès le début, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et du coup, j'ai pas lâché le morceau. J'ai pas lâché le morceau, je m'y suis agrippé comme un désespéré, comme un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Au milieu de l'océan de l'ennui que je te décrivais parce qu'il y avait rien d'autre autour qui m'attirait, tu vois. Ouais. Et donc non, au final, pour moi, j'avais quelques ressources à côté qui m'ont permis de vivre, mais évidemment, là, avec cette levée, bah, on va pouvoir payer les fondateurs convenablement, bien sûr. Ok. Et d'ailleurs, on n'a pas trop parlé de tes associés cofondateurs, mais vous êtes combien? Vous êtes 4, je crois, en tout? Alors, on est 4 cofondateurs. Mhm. On a donc Léo Ponce, qui est le CTO et qui était l'ancien CTO de Cryptonavia, qui m'a suivi sur la deuxième aventure.
tant bien que mal, parce que bon, c'était dur quand même après un traumatisme de 2 ans de reprendre de l'entrepreneuriat, forcément. Arnaud de Rose, qui est un ami de longue date que je connais depuis mon premier stage après l'école d'entreprise, on était à LBDA, une boîte d'armement, rien à voir. Et on est rien à voir. Et on est resté potes depuis. Et voilà, il nous a aussi rejoint dès le début pour le coup. Et puis Cameron McIntosh, donc, qui est le CMO et qui est un peu la figure emblématique aussi de Bubble Maps, celui qui fait toutes nos vidéos, très charismatique, avec un petit accent british qui rajoute à son charme. Et un élément important, c'est lui qui pitch avec moi à chaque fois. Ok. Donc on a fait cette levée vraiment, le côté séduction, j'entends, pas le côté légal, mais le côté séduction, on l'a vraiment fait à deux. Tous nos pitchs, on les faisait à deux. Et c'est marrant, je pourrais peut-être en parler juste 30 secondes, c'est que Vas-y, tous les autres entrepreneurs que je vois, ils pitchent tout seuls. Et nous, tous nos pitchs, on les a fait à deux. Même un pitch de 3 minutes sur scène. 3 minutes, c'est court. On se disait, est-ce qu'on fait à deux, est-ce qu'on fait pas à deux? Et on le faisait à deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es à deux, tu montres, déjà, ça permet de créer du changement, de changement de rythme pendant ton pitch. Donc, du coup, les gens qui ont la flemme, par exemple, de m'écouter parce que mon anglais est moins bon, ou alors que je dégage pas la même énergie ou quoi, que ça résonne moins chez eux, il y a Don qui revient et ils se réveillent. Ou l'inverse, des fois, ils s'endorment chez Don et ils reviennent chez moi. Donc, on crée un peu de la variation, de la volatilité. Et puis derrière, côté question, on a cette synergie sur scène, on est des vrais potes, on est sincèrement potes, et du coup, on se tape des barres des fois sur scène. Et les gens, ils voient ça, et en fait, ça apporte un peu de fraîcheur par rapport au pitch très monotone que peuvent avoir certains fondateurs. C'est pas forcément, quand je dis monotone, c'est pas forcément dans le sens c'est chiant, c'est dans le sens c'est la même énergie, c'est le même dynamisme, et même si c'est un bon dynamisme, bah, c'est toujours moins percutant qu'une variation pendant un pitch. Ouais. Et ça a beaucoup joué, je pense. Échange le ping-pong que ouais, c'était à faire de la balle au mur. Le ping-pong. Et on incarne un peu de styles différents, tu vois, un peu good cop, bad cop. Lui, il va avoir plus ce charme, cette énergie à la British. Moi, je vais prendre les questions difficiles avec plus de rationalité, un peu plus d'organisation dans ma façon de répondre. Et ouais, c'est un duo qui marche. Et au final, quand tu investis dans une boîte, tu investis aussi dans les fondateurs. Donc, en voir deux plutôt qu'un, bah, c'est 2 fois plus de conviction sur les fondateurs. Complètement, ouais, ouais. Je pense que ouais, ça montre que tu as réussi à convaincre des gens, même si bien sûr, bah, il y a tous tes associés qui sont en train de travailler, mais au moins, voilà, vous êtes plusieurs sur scène ou en train de pitcher. Ouais, intéressant. Il y a un sujet que je voulais aborder, c'est les clients. Je me demande aujourd'hui qui sont les clients de Bubble Map, sachant qu'aujourd'hui, un Bubble Map, c'est un produit qui est freemium, hein, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser Ouais. sans payer. Mais tu as des options supplémentaires si tu payes, j'imagine. Je ne vais pas payer de mon côté. Mais bientôt peut-être. Et alors, c'est quoi l'intérêt de payer et quels sont aujourd'hui vos différents types d'utilisateurs qui payent pour le service? Alors, côté revenus, nous, jusqu'à présent, on a vendu des prestations d'audit/marketing. C'est-à-dire que des tokens venaient nous voir et nous disaient, bah, Bubble Maps, on aime bien votre outil, on aime bien votre façon de raconter les histoires. Racontez notre histoire à travers la Bubble Map de notre token. Donc, on a travaillé avec des acteurs comme OneInch, Trader Joe, Blackpool, Paraswap, des amis français. Donc, ils venaient nous voir et nous disaient, OK, racontez notre histoire, donc à travers leur cluster. Comme je te dis, chaque cluster correspond à un événement particulier. Bah, on regardait dans le temps, on parcourait l'historique et on racontait l'histoire. Ah oui, c'est quelque chose que j'ai pas mentionné aussi, qui est important, c'est qu'une bubble map, c'est dynamique. Parce que quand tu regardes la bubble map d'un token, quand tu as des wallets qui achètent, bah, c'est des bulles qui apparaissent. Quand tu as des wallets qui vendent, c'est des bulles qui disparaissent. Donc, il y a cet aspect organique dans une bubble map, ça évolue dans le temps. Et donc, Puis, alors, pardon, je te coupe par rapport à ça, c'est hyper intéressant. C'est mis à jour tous les combien de temps? Parce que j'imagine qu'aussi il y a un coût à actualiser la data on-chain, parce que c'est ouais, pas gratuit, hein, que vous passiez sûrement par des agrégateurs de data type Alchemy ou autre. Et ça a un coût. ça fait partie de notre modèle premium. Ça veut dire que nos premiums peuvent update la data quand ils veulent et ils ont accès à toute la donnée historique. Ok. Et ils peuvent calculer des nouveaux tokens qui viennent de se lancer là pendant qu'on parle. C'est ça l'intérêt d'être premium, c'est que tu as accès à l'engine. Tu n'es pas seulement passif où tu peux juste consulter les maps déjà calculées. Tu peux vraiment avoir accès à la machine. C'est aujourd'hui vraiment ça le premium. Ok. D'ailleurs, sur la donnée historique, on va lancer bientôt un produit qui s'appelle Non-Code Big Bang qui permettra de remonter dans le temps jusqu'au premier jour du token et voir comment la bubble map a évolué partant d'une bulle originelle qui détient 100% de la supply, parce que ça commence toujours comme ça un token, et ensuite comment cette bulle explose comme le Big Bang à mesure que la population arrive, les VC, les market makers, le retail, etc. Et voir cette time-lapse de la distribution à travers du temps pour rater aucun battement de cœur
de la distribution du token. Et ça, voilà, j'anticipe sur ta question parce qu'aujourd'hui, on a un business model vraiment axé sur les prestations d'audit. Ouais. Demain, on va enrichir le freemium encore plus. Ça veut dire on veut que la personne elle ait accès à ce codename Big Bang, à la fonction d'interprétation avec de l'IA. Donc l'aide à l'interprétation que j'évoquais tout à l'heure pour comprendre qui sont les clusters. Et également une plus grande liberté sur la création de bubble map. Pas nécessairement les top holders d'un token, mais n'importe quoi pourrait être transformé en une bubble map demain. Donc ça, c'est certaines additions qu'on va proposer. Et évidemment, pour terminer, nous, aujourd'hui, on est en train vraiment de faire un focus B2B. On a beaucoup de boîtes qui nous contactent, des boîtes françaises, je ne peux pas trop citer le nom, mais vraiment des grosses institutions, voire même des acteurs de la sécurité intérieure, qui nous disent, en fait, on a besoin d'acteurs de la data on-chain français. Parce qu'on peut pas, pour des questions de souveraineté, avoir des acteurs américains, asiatiques. Tu sais comment ça se passe à l'échelle mondiale, et des enjeux de sécurité, des enjeux d'ingérence et de protection des technologies. Et donc, ils ont envie d'avoir des acteurs français. Et il y a une grosse place là-dessus. Ok, intéressant. Donc ouais, un double business model à la fois du freemium et du consulting. Et d'ailleurs, ça va être ma prochaine question, parce que voilà, sur le consulting, est-ce que je peux expliquer, par exemple, je parlais de OneInch, qui est donc un des plus gros exchanges décentralisés, slash agrégateur d'exchange. Comment vous... c'est du one-shot ou vous travaillez en continu avec eux? C'est sur quel type de données que eux souhaitent analyser? Alors, c'est assez intéressant l'exemple de OneInch parce qu'avec eux, ça a été assez récurrent. Dans le sens où, tu vois, typiquement, il y a quelques mois, ils nous ont contactés parce il y a eu un gros token unlock. Comme beaucoup de tokens de ce niveau-là, il y a eu des harvests et donc des fois, il y a des libérations de tokens qui sont reçus par les VC. Et ils nous ont dit, notre communauté flip, elle ne comprend pas ce qui s'est passé avec cet unlock. Est-ce que vous pouvez, avec votre bubble map, apporter de la lisibilité, de la vulgarisation et dire voilà ce qui s'est passé et c'est normal, c'était prévu, c'était anticipable. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait une petite enquête sur ça, on a publié une petite vidéo que derrière on partageait et ça a un peu calmé le FUD ambiant. Donc c'est ça qu'on a fait avec eux. On a fait d'autres événements de ce style. Donc c'est vraiment localisé, il y a ça qui s'est passé, notre communauté ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez apporter un peu de lecture, une grille de lecture à ces événements-là? Et c'est pour ça que je dis que c'est de l'audit / marketing. C'est parce que c'est de l'audit que leur communauté peut comprendre, à défaut des audits classiques où c'est un audit certique. Ouais. Je vais faire confiance, on va dire. Et d'ailleurs, je me demandais, pour ce type d'audit ou de manière générale, est-ce que vous utilisez d'autres outils pour donner une analyse complémentaire à la compréhension du token? Par exemple, voilà, vous êtes vraiment sur quels sont les wallets qui détiennent le token en particulier, mais peut-être aussi faire le parallèle avec la tokenomics du token. Pour rappel, la tokenomics, c'est combien de ce token il y a de jetons en circulation et quelles vont être les prochains grandes dates où il y a des nouveaux tokens qui vont être relâchés entre guillemets et redistribués par exemple aux investisseurs. Alors une bubble map est toujours complémentée par pas forcément d'autres outils mais d'autres sources pour donner du contexte à la bubble map, parce qu'une bubble map c'est une façon intéressante de constater des événements, mais les événements sont des événements à part entière qu'il faut décrire. Et pour les décrire, c'est intéressant d'aller voir le white paper du projet, voir si ça correspond au white paper, d'aller voir éventuellement des news qui ont été postées. En fait, je veux te dire, c'est que, surtout avec codename Big Bang, ou nom de code Big Bang, où tu pourras voir vraiment l'historique, les clusters qui apparaissent ou qui disparaissent vont marquer, en général, des événements précis. Et pour ça, il faut vraiment aller creuser, pas forcément le côté data, mais le côté actu, et voir ce qui s'est passé. Mettre en parallèle la bubble map et l'explosion de certaines étoiles, pour rester dans la métaphore un peu solaire, etc. Mais voir ce qui s'est passé concrètement. Ok. Et on va bientôt conclure, Nicolas. Peut-être une ou deux dernières questions. C'est quoi votre roadmap produit pour les prochains mois? Alors, la roadmap produit, du coup, je l'ai décrit un peu avec ces différentes fonctionnalités complémentaires. Donc, nom de code Big Bang, l'IA, ce qu'on appelle Bubble Lab, c'est-à-dire la capacité de créer n'importe quelle map. Je te donne un exemple. T'as pas envie de voir la bubble map, par exemple, des top holders maintenant d'Uniswap, mais tu as envie de voir la bubble map des 500 premiers acheteurs d'Uniswap. Pourquoi? Parce que les 500 premiers acheteurs, est-ce que c'était des personnes qui avaient tous la même info? Est-ce qu'il y avait des délais d'initiés? Même si ces gens entre-temps ont vendu, c'est peut-être super intéressant de voir la bubble map des premiers acheteurs. Tu pourrais te dire aussi, je veux pas voir la bubble map des premiers acheteurs, je veux voir la bubble map des plus grands gagnants, des personnes qui ont fait le plus de gains et de profits sur un token. Tu vois, les perspectives sont infinies. C'est-à-dire que cette idée de bubble map,
qui est un objet mathématique de DataVis un peu abstrait, il peut être appliqué sur des champs bien plus larges que les top holders maintenant du token. Et c'est pour ça qu'on a envie de se diversifier. Ouais, c'est marrant, ce là qui me vient en tête, c'est par exemple, parce que tu disais que tu peux taguer des wallets, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Potentiellement, tu pourrais taguer, alors, tu les tagues pour toi, bien sûr, hein, pas pour le public, enfin pour d'un point de vue public, mais tu pourrais taguer les 500 premiers détenteurs du token UNI. Faire la même chose, je sais pas, pour d'autres tokens de la DeFi, on va dire le PSP de Paraswap, ouais. le token de Wani, etc. Et après faire des croisements. Est-ce que c'est possible de dire, voilà, lui, il détient, finalement, il fait partie des top premiers holders de ce token et ce token, et dire, ah, lui, peut-être qu'il a, c'est un peu un inside guys et Ouais, complètement. Complètement. Ça fait partie des choses possibles. Et j'ai même envie de rajouter que on aimerait être encore sur plus de chains, parce qu'aujourd'hui, on est que sur les EVM, mais demain, on sera sur Bitcoin. Ouais. Et imagine la bubble map de Bitcoin Day One. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers instants de Bitcoin? Ouais, C'est de la folie. Ouais. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de savoir qui étaient les holders de Bitcoin en 2014. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que ça veut dire, en fait, la blockchain n'a pas de fonction claire pour dire je veux voir les top holders d'un token. Tu peux dire je veux voir le montant d'une adresse, mais tu veux pas dire je veux voir les top holders d'un token. C'est quelque chose qui est construit à la main en fait. Ouais, Tu vois, ce que fait un block explorer, Hmm. c'est concrètement, il regarde tous les wallets qui étaient un token, il regarde tout l'historique de chaque wallet, en gros pour voir, il y a des fonctions pour faire ça, mais voir les montants qui sont détenus, et il fait ce classement. Mais tu veux pas dire j'ai une fonction pour appeler le montant d'un wallet à une certaine date. Donc ça, c'est des choses que tu dois reconstruire à la main. Et du coup, avec la quantité de données multipliée par le nombre de dates, c'est une mission impossible. Et on sait parce que, à la base, nous, on cherchait un provider qui pourrait nous fournir la liste des holders d'un token à un instant donné. Et finalement, il y a tellement rien, on va le faire. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait d'une solution comme Alchemy, hein, qui permet en fait, pour comprendre comment ça marche, il y a tellement d'opérations on-chain qu'il y a des solutions qui se posent, qui se placent au-dessus pour, entre guillemets, agréger la data on-chain et la rendre plus intelligible et pouvoir un peu décortiquer cette data brute pour la rendre plus digeste. Ouais. Ou est-ce que vous allez faire un peu, enfin, vous faites appel à ce type de provider ou faites vous-même cette tâche-là Alors, nous, aujourd'hui, on va avoir nos propres, surtout dans le cadre du nouveau produit, on va avoir nos propres bases de données. Ça veut dire qu'on va populer concrètement, on va avoir des bases de données qui contiennent tout ce qui s'est passé sur Ether. Adaptées à nos besoins. Ça veut dire que ce ne sera pas des bases de données classiques, ce seront des bases de données plutôt orientées graphes, c'est-à-dire des structures de data qui sont faites pour générer des graphes. Donc, BubbleMap étant un graphe, ça sera adapté. Donc, il y a un travail vraiment assez fort sur la data. Comment on popule après ces bases de données? Ça dépend. Ça dépend des blockchains. Il y a des blockchains peut-être où on va utiliser Alchemy, même si c'est pas la techno qu'on va choisir, mais dans l'idée, on pourrait, tu vois, utiliser des boîtes comme ça. Il y a des blockchains plus exotiques où il faudra qu'on soit plus inventif. Il faudra peut-être qu'on ait des nodes, tu vois, sur une blockchain un peu plus neuve, où il n'y a pas d'explorer. On verra. Il faut des questions pour le CTO, ça, je le laisse les infos. Et est-ce qu'à terme, j'imagine que le but aussi, c'est de commercialiser une API Complètement possible. Ça veut dire que à partir du moment où tu crées une data qui n'existe pas ailleurs, pour toi, pourquoi pas la commercialiser? Top, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu veux peut-être communiquer des prochaines actus qui concernent Bubble Maps? Alors, je dirais peut-être deux actus. Première, c'est que si vous voulez être au courant des coulisses de la crypto, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @BubbleMaps, où on partage régulièrement des updates, des enquêtes, des investigations. Et également, vous pouvez rejoindre notre canal Telegram si vous voulez vraiment rentrer dans la conversation. Ça veut dire partager vous-même vos propres enquêtes, etc. Je vous invite à checker toujours la bubble map d'un token avant d'investir. Si vous checkez un petit meme coin en général, vous pouvez éliminer 90% des shitcoins avec bubble maps parce que vous allez voir des gros clusters dégueulasses. On a une petite phrase pour terminer, un adage qu'on aime bien dire ici chez Bubble Maps, ça concerne le pourcentage des clusters. À partir de quel moment il faut s'alerter quand tu vois un gros cluster. Et nous, on dit en général 10% médite, 20% évite. Ça veut dire que si tu as un cluster à plus de 10%, pose-toi des questions, à plus de 20%, tu peux partir. Ouais. C'est marrant, ça. Je pensais à Shiba tout à l'heure, dont tu parlais, le fameux 10% tenu par un wallet. Il est juste, ouais. Allez, méditer. Pas éviter, mais méditer. Ce sera le mot de la fin, méditons. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Gary. Ciao.